Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais l'attaque. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties, où on analyse l'actualité de l'industrie sous toutes ses coutures, comme Netflix, Warner, etc. Et pour ce faire, je suis avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Bah écoute, ça va. Il y a beaucoup de festivals en ce moment. Ça prend là. Ouais, bah oui, là bientôt Festival de Cannes dans 2 semaines. Oui, c'est donc, vrai. donc voilà. Mais toi, je pense que ce que t'attends, c'est le week-end, quoi. C'est Pourquoi samedi 18h, toi, ce que t'attends. Ah samedi. Ah oui, ok, d'accord. Oui. Mais c'est plus tard que 18h, je crois. Mais si tu parles du catch. Non, je crois que c'est 18h30, un truc comme ça, et que ça commence, quoi. Ah oui, mais il les porte, mais moi j'ai pas de billet, moi. Ah ouais, non, mais je crois que c'est l'événement qui commence à ce moment-là. Et même, ouais, le kick-off, il a lieu à 16h même, pour te dire. Ah ouais? Ouais, donc ouais, c'est assez tôt dans la journée, donc on va être... Ah ok, je me semblais que c'était 8h et quelques. Moi, malheureusement, je vais pas pouvoir le voir, parce que je soutiens une amie qui tient un événement à ce moment-là. Mais il fallait que ça tombe comme par hasard sur le seul événement en France, Ouais. tu vois, de catch. Bon, on parle de catch, là, voilà. C'est notre nouveau truc en ce moment. Mais ouais, je suis dégoûté. Je vais pas pouvoir voir Backlash. Voilà. On va reparler d'un catcheur dans l'émission d'ailleurs. Bah, sur le coup, on va commencer par parler de festival, comme je disais. Parce qu'effectivement, il y a Cannes, mais il y a aussi le festival d'animation. Ouais, le festival d'Annecy, qui se tiendra dans un peu plus d'un mois et demi. Ouais, en juin, sur le coup. Et on en avait déjà parlé la dernière semaine, mais là, on a beaucoup plus d'infos, Ista, il me semble. Alors oui, j'avais dit qu'on en reparlerait justement dans cet épisode. Et voilà, on a eu les annonces une grosse annonce, quoi. Notamment des films en compétition. Alors on a eu déjà l'annonce que le film qui ouvrira la cérémonie, la cérémonie d'ouverture, ce sera La plus précieuse des marchandises, donc le film d'animation de Michel Hazanavicius, qui sera aussi à Cannes d'ailleurs, hein, on en avait parlé vite fait. Il fera aussi partie des longs métrages en compétition. Ils ont annoncé 4 invités, donc notamment Terry Gilliam, voilà, réalisateur L'Armée des 12 singes, Brésil, voilà. Alain Chabat, voilà, on ne présente plus, qui vient pour sa série Astérix. Regina Pessoa, qui est la réalisatrice et qui a aussi illustré l'affiche de l'événement. Et on a aussi Wes Anderson, voilà. Hein. On a déjà parlé ici d'ailleurs, je crois. Dans mon flop, j'avais mis à Wes Anderson. Voilà. Bravo. L'année dernière. Bravo. Voilà. Et donc, dans la sélection officielle, donc les longs métrages en compétition, on a Angelo dans la forêt mystérieuse. On a Flo, dont on avait parlé vite fait aussi, parce qu'il est à Cannes aussi, celui-là. C'est un film avec un petit chat. On a Anzu, chat fantôme. The Color Within, la plus précieuse des marchandises de Hazanavicius. Toto-chan, la petite fille à la fenêtre. Memoir of Snail. Rock Bottom, sauvage. Slocum et moi. The Imaginary, L'Orage et The Sight. Et on a des séances événements où là on va avoir des avant-premières ou surtout des avant-premières en fait, ou des présentations de films, de séries, etc. Donc on a un film chinois qui s'appelle Shang Han, je sais pas si je prononce bien. On a Moi Moche et Méchant 4. On a un autre film Six and the City. On a Le Robot Sauvage, donc le DreamWorks qui sort à la fin de l'année. Transformers 1. Ultraman Rising, donc le film Netflix. Vice Versa 2. La plus précieuse des marchandises, voilà, le Hazanavicius. Vaiana 2. Le showcase de Netflix pour ses projets d'animation sur l'année. Et le Astérix Obélix de Alain Chabat. Ouais, bah il y a beaucoup les grosses sorties de l'année en termes d'animation. Il manque Le Seigneur des Anneaux, il est vrai. Oui. Qui n'est pas présent, mais après tous les autres quasiment ils sont. Hein. Donc ouais, là ils ont frappé un peu fort. Après moi il y a Sauvage que j'ai bien envie de voir parce qu'il me semble que c'est celui qui a fait Courgette, La vie de Courgette. C'est ça là, de Claude Barras, voilà, c'est ça. Et bah c'est lui qui revient avec un nouveau film, donc en stop motion. Et donc j'avais beaucoup aimé La vie de Courgette, donc je suis chaud pour voir ça. Ouais. Mais de toute façon j'y serai pas. Je sais pas pourquoi je fais genre, mais en tout cas ils ont une bonne sélection. Ouais. Et Seigneur des Anneaux, ils avaient présenté un extrait l'année dernière. Hein. Ils en avaient pas. Il y avait eu un truc l'année dernière, mais cette année effectivement il y a rien sur Seigneur des Anneaux. Bah dédicace à Nero qui y sera sûrement. Oui, sûrement. Ouais. Et bah on a un autre festival qui arrive dans 15 jours, c'est le Festival de Cannes. On a déjà eu la sélection, mais on a tout le jury qui a été annoncé. Du coup, la présidente Greta Gerwig, qui a été annoncée il y a un moment déjà, mais elle sera entourée de Ebru
Ceylan, je pense que je dis très mal son nom. C'est la scénariste de Les Herbes Sèches, qui avait gagné un prix l'année dernière. Lily Gladstone, donc on avait vu dans Killers of the Flower Moon. Eva Green, donc voilà, actrice un peu reconnue internationalement. Nadine Labaki, Juan Antonio Bayona, Pier Francisco Favino. Je suis trop content de voir Pier Francisco Favino parce que je l'ai découvert l'année dernière avec La Dernière Nuit à Milan, qui était dans mon top. Ah, d'accord, super, d'accord. C'est l'acteur principal, et donc là, quand j'ai vu ça, j'étais trop content. Francisco Favino. Ouais. Koreeda, qui est un habitué, qui avait un film l'année dernière, qui est un super film, et qui a gagné 1 ou 2 palmes, je sais plus s'il en a gagné 2. En tout cas, il en a gagné. Et Omar Sy, donc acteur français reconnu internationalement. Donc voilà, c'est une des premières fois en plus, je crois, qu'on a plus de femmes dans le jury que d'hommes. Il y a des gens qui se plaignent, tu te rends compte? J'avais pas fait gaffe. Ouais, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont plaints qu'on voyait trop de femmes, voilà. Ouais, c'est un délire. Et bah voilà, en tout cas moi je trouve que c'est plutôt un beau petit jury pour le coup. Au jury, hein. Donc moi je les aime beaucoup, quasiment tous, donc enfin tous ceux que je connais, parce que je ne connais pas Nadine Labaki malheureusement, qui était une réalisatrice libanaise, mais le reste me séduit pas mal, donc voilà, c'est ça pour les dernières petites infos de Cannes. Voilà, ça arrive dans 2 semaines, c'est ça? C'est ça. Et ça finira, donc la cérémonie de clôture, ce sera le 25 mai. C'est ça, ça dure à peu près une dizaine de jours, Cannes. Et ben en parlant de Cannes, on a une autre info sur Cannes, mais qui n'est pas directement sur le festival de Cannes, c'est A24. Alors A24, le studio A24 que tout le monde connaît, qui a financé les films Civil War, qui est en salle, et dont on a fait la critique. Allez checker notre critique, t'as vu putain la petite transition là. Et les réalisateurs de Talk to Me, qui est un film A24 qui avait fait parler l'année dernière. Qui s'appelait La Main chez nous. C'est ça. Danny et Michael Philippou, qui sont, je crois que c'était les youtubeurs de base, qui ont fait un film, qui ont réussi à faire un film qui est pas trop mal en plus. Street Fighter aussi. Oui. Et ils vont faire un nouveau film d'horreur avec A24 qui s'appelle Bring Her Back avec Sally Hawkins. Sally Hawkins qu'on avait vu dans la forme de l'eau de Guillermo del Toro, qui a été nommé même pour un Oscar. Et il va peut-être être au marché du film. Alors le marché du film, ça se passe en même temps que Cannes, et c'est comme on dit, le marché du film où il y a plein d'investisseurs, de producteurs, de scénaristes, de réalisateurs qui viennent vendre entre guillemets leurs films à des producteurs, à des boîtes, etc. Donc ils viennent montrer leurs projets pour avoir des offres dessus. Et donc A24 va montrer ce projet-là. Ils ont d'autres projets aussi. Ils ont le Eddington de Ari Aster, donc du coup qui devrait revenir avec Joaquin Phoenix. On a le projet d'Alex Garland qui s'appelle Warfare. Voilà, qui est toujours avec A24. On a le film de Benny Safdie avec Dwayne The Rock Johnson, qui devait être un biopic sur le catch, qui s'appelle The Smashing Machine, qui devrait être Non, c'est aussi... sur la MMA, je crois. Sur la MMA, ok. Excuse-moi. J'ai vu The Rock. Non, parce qu'on va se faire tuer là. Si on dit catch MMA, c'est... Oui, ok. J'avais pas l'info que c'était sur la MMA, mais je sais pas. J'ai vu The Rock. J'ai cru que c'était sur de la lutte ou un truc comme ça. Enfin bref. Et en tout cas, The Rock Johnson va être dedans. Et je crois que t'as des infos sur Dwayne The Rock Johnson en ce moment. Oui, il y a eu The Wrap qui a sorti un énorme article, un gros dossier sur Dwayne Johnson. Dwayne Johnson, il file un mauvais coton, comme on dit dans la langue française. Voilà, ça a notamment parlé du film C'est Red One. C'est un film qui doit arriver sur Prime Video à la fin de l'année. C'est avec Chris Evans. Et donc, il paraît qu'il venait 7 à 8 heures en retard tous les jours sur le plateau. Il venait très tard et il a provoqué un retard de budget de $50 millions. Le film, il se retrouve à 250 millions de budget, ce qui est énorme pour un film de plateforme en plus. Je sais pas s'il y a déjà eu autant. Il paraît aussi que, comme il était en retard, il pissait dans les bouteilles d'eau. Oui, pour gagner du temps. Pour gagner du temps. Il y a même un tweet qui a été retrouvé de 2017 où il dit ça, oui, je pisse dans les bouteilles et tout. Voilà. Donc, c'est pas des conneries. Et ça me fait penser aussi qu'il y a eu à WrestleMania, là, il y avait un kick-off, là, comme tu disais tout à l'heure, où il est venu, il était annoncé à 15h, il est venu à 17h aussi. Donc ça a l'air d'être dans ses habitudes d'arriver en retard, je sais pas. Ouais. The Rock et Ryan Reynolds se seraient bagarrés parce qu'il était revenu 5 heures en retard sur le plateau de Red Notice, sur le film Netflix, là, où ils étaient ensemble. Qui avait l'air nul. Qui avait l'air nul. Voilà, ce serait un pattern. Voilà. On dit que c'est un pattern, qu'il est toujours en retard. On parle du set du tournage de Ballers, il me semble que c'est une série télé. Et oui, Rampage, c'est aussi, série, le film. Ouais, sa série, voilà. Rampage, le film aussi. Une costard qui a dit qu'elle prenait des notes, même
pour quand Johnson n'était pas là. Et on a aussi 4 insiders qui disent que Dwayne Johnson et Hiram Garcia, le président de la société de production de The Rock, donc Seven Bucks, qui a été cofondé par Dwayne Johnson, ils ont rencontré Zaslav et ils ont voulu, en gros, se mettre à la tête de DC, quoi. Bah après, ça, on le savait, ça. Pour le coup... On le savait un peu, mais là, c'est un peu confirmé, quoi. Ils ont voulu remplacer Walter Hamada et c'est tout un bordel, en tout cas, quoi. Ouais, bah après, en ce moment, là, depuis 1 an, il y a des trucs qui sortent sur Dwayne Johnson, sur le fait qu'il est un peu insupportable sur les tournages, et bah ouais, ça continue, quoi. Le mec s'est battu avec Ryan Reynolds, alors que Ryan Reynolds, je pense que c'est un mec assez chill, quand même. Donc c'est assez fou, mais après, ouais, des 8 heures de retard et tout, bah ça a coûté quand même 250 millions de dollars de retard, quoi, pour la production de certains films, quoi. Donc c'est chaud. Et ouais, c'est assez bizarre, parce qu'il est assez aimé, quand même, à Hollywood, Dwayne Johnson. Genre Emily Blunt, il l'aime bien, il s'aime bien, enfin il y a plein de gens qui l'aiment bien, mais au final il y a aussi des gens qui l'aiment pas du tout. Donc apparemment il y a des projets qui prennent pas tellement au sérieux le Dwayne Johnson, et ouais il en fait un peu, enfin il a le melon, quoi, complètement, de toute façon on le savait, hein. Mais, oui. Mais ouais là ça se Black confirme. Adam on l'a vu. Sur Black Adam, oui. En Black Adam, ouais, sur plein d'autres projets, là, il prend vraiment le melon, il pense que vraiment c'est la méga star. Et ouais, bah là, ça commence à sortir sur lui. Même si en plus il a eu des sorties un peu récentes, un peu bizarres en interview, donc ouais, là c'est un peu chaud là. Ouais, de ouf, c'est pas super, quoi. Après, il est venu à la CinemaCon, il était pas venu en retard, sur le coup. Parce qu'il est pour Vaiana 2, parce qu'il va faire la voix du personnage, là, mais ouais. En tout cas, là, il a bien foutu la merde sur Red One, parce que ça va faire un gros film, je pense qu'il sera jamais rentable, hein, ce film. Bah, de toute façon, c'est un film qui devait sortir sur Prime Video, je crois, donc bon... oui. C'est pas un film de cinéma, quoi. Oui, au final. Je sais pas comment ils calculent sur les films de plateforme, en vrai. Donc. Bah, je pense qu'eux-mêmes ne savent pas, donc... Ouais, ils comptent en nombre de vues, quoi. John Johnson, faut se reprendre, voilà. Arrête les conneries. Carton rouge. Et arrête d'arriver en retard, surtout. Déjà, ça, c'est pas cool. John Johnson avait Black Adam Stack Comics, on va parler de BD. Oh, elle était dure, cette transition. Elle est longue. Donc, il y a Studio Canal, donc une filiale de Canal+, qui va produire un nouveau film, Astérix, en live action, voilà. C'est notamment par rapport à un nouveau label qu'ils ont créé là, un label dédié aux adaptations d'œuvres littéraires. Et donc, ce sera la première œuvre sous ce label, quoi, pour inaugurer ce label. C'est inspiré par le rapprochement de Vivendi et du groupe Lagardère, qui comprend notamment la société Hachette Livre, voilà, le premier éditeur français et 3e mondial. Donc c'est le label Studio Canal Stories, et donc ils vont commencer donc avec un nouveau Astérix. Sur le coup, je pense qu'il va être complètement différent sur le casting et tout que le dernier, quoi. Ouais, peut-être, mais en tout cas, je sais pas si en termes de qualité il sera il sera bien. Ah, ça je sais pas. Écoute, ouais, des adaptations d'œuvres littéraires, ouais, pourquoi pas. Écoute, maintenant, faut voir ce qu'ils en font, encore une fois. Canal, ils produisent de la merde, mais ils produisent des bons trucs, des fois, donc va falloir voir ce qu'ils en font. Mais après, là, ils ont vraiment un label dédié à ça, quoi. Donc c'est sérieux, je pense qu'ils comptent en faire pas mal. Donc là, je pense que ils veulent faire Astérix, parce que c'est le gros truc en France, Astérix. C'est ça. C'est la grosse franchise franco-française. Bah, je crois que c'est belge. mais bon, en France, voilà, on aime beaucoup. Mais bon, de toute façon, tout ce qui est belge est français, voilà. Les Belges qui nous écoutent, ils vont nous tuer. Mais Jean-Claude Van Damme, il est français, voilà. Non, mais oui, bah, du coup, ça prouve encore une fois qu'ils veulent créer des franchises et des trucs comme ça, des adaptations. Même le cinéma français est touché par ça, d'une certaine manière. C'est pas forcément mauvais, mais c'est juste qu'il faut voir ce qu'ils en font, parce que bon, Pathé, ils ont fourni les Astérix, plus là les deux films mousquetaires là avec le Comte de Monte Cristo qui arrive, ça m'enchante pas vraiment, hein. Donc écoute, si c'est des grosses productions, je sais pas quoi, faut voir. Moi, je suis perplexe jusqu'à temps que j'en vois un bon. Ouais, oui, tu m'étonnes. Mais sur quoi j'étais étonné, je me disais, le 2, c'est pas Canal, parce qu'on dit toujours, c'est l'humour Canal et tout. Mais en fait, non, c'est produit par TF1. En fait, tous les films, je crois, ils sont produits par TF1, généralement. Les Astérix. Et oui, mais après, quand on dit humour Canal, c'est que c'est les créatifs, quoi, qui faisaient partie du groupe Canal. Mais ouais, mais même les acteurs, non, c'était beaucoup des trucs qu'on voyait dans les trucs de Jamel et tout, de l'époque. Oui. Voilà. Mais c'est ça que je dis, il y avait des gens qui apparaissaient dans... Bah, je crois qu'Alain Chabat, il a fait Les Nuls, qui était sur Canal. Oui, c'était sur Canal+. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça qu'on disait que c'était l'humour Canal, mais en termes de producteur, c'est pas la même chose, quoi. Non, bah j'ai regardé, en fait, ce serait le premier sous Canal, quoi. Peut-être à voir, ça peut peut-être être intéressant. Bah, moi, en tout cas, sur l'oral label, je suis intéressé, parce que je connais des bandes dessinées d'aventure un peu, qui pourraient être cool
en film, quoi, s'ils veulent faire des blockbusters et tout. Plutôt que toujours Astérix ou voilà. Parce que bon, là, Astérix, comme tu dis, je pense c'est un peu le choix de la sécurité, quoi. C'est pour lancer un gros truc. Mais à voir. Le dernier, je l'ai pas vu, j'ai pas envie de le voir. Mais après, s'ils annoncent un réalisateur, genre ils te disent Quentin Dupieux sur Astérix, je suis en mode pourquoi pas. Ouais, je crois pas. Là, tu rêves, hein, je pense. Oui, je pense aussi que je rêve. Mais on sait jamais. Ah, Là, ils peuvent peut-être jamais. annoncer un réal qui peut être intéressant, tu vois. Autre que Guillaume Canet, c'est pas intéressant Guillaume Canet. Après, ouais, on a vu, hein. Ouais. Bon, en tout cas, Guillaume Canet, c'est un peu de l'horreur, donc on va parler d'un film d'horreur. Ouais, bah il y a un nouveau Evil Dead qui a été annoncé. On en avait parlé d'un il y a un mois ou il y a quelques semaines, je sais plus. Un nouveau film Evil Dead qui était fait par Sébastien Vanitschek, le franco-français qui a fait le film Vermine à la fin de l'année dernière. Et ben on a un autre film, donc on a 2 films Evil Dead en production, qui sera fait par le réalisateur Francis Galoupi, qui est un film qui s'appelle The Last Stop in Yuma County, qui doit sortir cette année, il me semble, en France. Et ouais, bah c'est assez étonnant d'annoncer un deuxième film aussi proche de l'annonce d'un autre film. Mais écoute, pour moi, Evil Dead, c'est une saga qui n'a pas vraiment de raté. Oui. Sébastien Vanitschek, je suis vraiment chaud de le voir sur Evil Dead. Celui-là, je le connais pas, ce réalisateur, je dois avouer. Donc pour moi, je suis plutôt chaud. Juste, bon, peut-être pas avoir un Evil Dead par an, ce serait pas mal non plus. Parce que, bon, ça va, quoi. J'ai pas envie de me taper, faire comme les sauts ou les trucs comme ça, là, où on est un par an et qu'on n'en puisse plus. Mais ça me dérange pas, pour l'instant, parce que tous les films Evil Dead, je les aime plutôt bien. Ouais, bah, comme tu dis, étonnant qu'ils aient annoncé ça, alors qu'il y a déjà l'autre qui a annoncé, mais ouais. Je sais pas, je connais pas non plus, comme toi, Francis Galoupi, j'ai rien vu de ce qu'il a réalisé. Donc, à voir, juste, la franchise Evil Dead, ouais, elle est intéressante quand même. Donc à voir, je sais pas trop quoi en penser là sur le coup, parce qu'on n'a pas beaucoup de détails, quoi. Ouais, bah c'était juste le fait que ça soit annoncé aussi vite après la première annonce. Mais ouais, du coup c'est assez bizarre. Et on va parler d'un autre film d'horreur, et oui, encore, chez Sony. Oui, donc 28 années plus tard, sur le coup, je pensais la partie 1, enfin, c'est le premier film, c'est 28 années plus tard, quoi, sur le coup. Donc le film de Danny Boyle, qui va être produit par Sony, et on a appris le casting. Donc il y aura Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson et Ralph Fiennes, voilà, qui vont jouer dans ce film. Alors on dit Fiennes. On dit Fiennes. Ouais. Ralph Fiennes. Fiennes, je crois. Fiennes. Mais en tout cas, c'est pas fine. J'en suis sûr. Ralph Fiennes. Ouais, bah écoute, 3 acteurs qui sont quand même un peu en vogue. Enfin, Ralph Fiennes, ça fait, ça fait 30 ans, je sais pas pourquoi j'ai dit 3, mais surtout 2, parce que bon, Aaron Taylor-Johnson, voilà, le crush de toutes les filles apparemment, et Jodie Comer qui a pas mal percé depuis, là, elle était dans le dernier Star Wars, elle était dans le dernier Duel, et elle est dans le film de Jeff Nichols là qui sort bientôt, Backriders, avec Tom Hardy et Austin Butler. Donc ouais, c'est un peu une étoile montante aussi. Donc ça m'étonne pas. Il y a un vétéran, Ralph Fiennes. Donc voilà, donc un gros casting quand même. Ça promet pour le film de Danny Boyle. Bon, on en a déjà parlé pas mal de fois, ce film-là. Voilà, d'ailleurs, j'ai vu des rumeurs comme quoi Cillian Murphy serait pas dans le premier. Ouais, je crois que j'ai vu ça aussi. Il ferait un caméo dans le deuxième, et par contre il aurait un gros rôle dans le troisième. C'est ça que j'ai lu. Moi, j'ai vu qu'il apparaissait dans le deuxième, apparemment. Donc, ouais, c'est ça. Ouais. On verra tout ça. Yes. Ensuite, on a des nouvelles de notre duo favori, Ista, les frères Rousseau. Tu les aimes bien, les frères Rousseau? Bah moi, j'aime plutôt bien leur film Marvel, ouais. Après, en dehors, c'est compliqué. Ouais, bah ils veulent faire leur franchise Star Wars. Putain, j'ai l'impression d'entendre ça tous les samedis. Des réalisateurs qui veulent faire leur Star Wars. Bah, déjà, Kevin Feige disait ça pour vendre le MCU à l'époque. Il disait que c'était son Star Wars. Hein. Oui, non, mais de toute façon, c'est toujours les mêmes exemples. Star Wars, quand il y a un deuxième film qui sort, c'est le Parrain 2, c'est le 2 Dark Knight. Tu sais, il y a des patterns comme ça qui ressortent. Eux, ils veulent faire leur Star Wars, leur franchise Star Wars, parce que c'est devenu quand même des gros producteurs depuis le temps. Ils produisent pas mal. Là, ils ont des films là qui sortent. Ils ont un film cette année avec Millie Bobby Brown ou je sais plus quoi, de Electric State, je crois que ça s'appelle. Sur Netflix, c'est un film Netflix. Je crois que c'est sur Netflix, bon, on sait pas quand ça sort. Mais ouais, ils veulent faire une franchise à la Star Wars, donc je pense qu'ils parlent peut-être de science-fiction, je sais pas préciser, mais en tout cas ils veulent faire un gros univers étendu. Comme Snyder est en train de faire avec Rebel Moon en ce moment. Essaye. Essaye de faire. Et ouais, bah écoute, moi ça m'étonne pas, parce que chaque réalisateur veut le passer par là. Maintenant, franchement, un univers de SF par les frères Russo, ça m'intéresse absolument pas. Genre vraiment, visuellement, je sais pas ce qu'ils vont nous faire, mais je pense pas que ça va m'intéresser grandement. Voilà, à voir. Toi, ça t'intéresserait?
Moi, ça m'intéresse quand même un peu, je suis curieux. Bah, déjà, moi, qu'on fait de la SF, je suis toujours un peu curieux. On n'a pas beaucoup d'univers de science-fiction, donc j'ai quand même envie qu'il tente et j'ai envie de voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Donc je serais pas aussi violent que toi sur les Russo. Et je serais en mode à voir, quoi. Même si, oui, depuis Endgame, ils ont rien fait qui m'a marqué, quoi. Ça va être nul. Ensuite, on a une autre info, c'est que apparemment le film Hercule, donc le remake live Disney qui doit être fait par Guy Ritchie, est toujours en production en tout cas, et que les frères Russo qui apparemment produisent le film attendent le script des scénaristes. Donc ce projet ne serait pas mort et les Russo attendent un script. Il serait pas mort, mais là vu ce qu'ils disent, moi j'ai l'impression qu'il est en train de mourir le projet, tu vois. Oui, après je pense que c'est pour ça qu'ils en parlent en disant qu'ils attendent un script, etc. Mais ouais, c'est vrai que je pense qu'il est un peu en stand-by. Ouais. Mais ça veut dire que moi je pensais que c'était fini ce projet-là depuis le temps, puisqu'on n'a pas de news. Mais ah non, il a jamais été annulé. Il n'a pas été annulé en fait, ouais, c'est ça. Donc ouais, à voir. Moi, un film produit par les frères Russo, fait par Guy Ritchie avec Disney, je suis dubitatif. Disons. Ouais, mais moi j'ai vraiment l'impression que tu sais, avec le nouveau directeur là qui est arrivé, est-ce qu'ils vont pas l'annuler justement sur le coup. Moi je vois plus un truc comme ça en mode ils sont encore en attente alors que le truc il est annoncé. Fait des années qu'on sait qu'on est au courant que ça arrive. Est-ce qu'ils vont pas faire comme Bambi là où ils ont la réalisatrice elle a été virée ils l'ont annulé je crois le projet, je sais plus exactement, mais moi je trouve que ça sent pas bon en tout cas pour le projet. Après c'est mieux qu'ils arrêtent. Je pense que pour tout le monde, oui, effectivement. Voilà. Les remakes live. Parlons de remake live, un autre projet live, mais c'est sur Netflix et c'est Scooby-Doo, la série live action. Voilà, produit par Greg Berlanti Production. Voilà, avec Warner Bros. Qui finance. Donc c'est Josh Applebaum et Scott Rosenberg qui vont écrire la série. Donc Greg Berlanti, c'est quoi? C'est le Arrowverse. C'est Doom Patrol, c'est... Qu'est-ce qu'il a fait encore? Ouais, c'est des trucs horribles. Il y a quelques trucs qui sortent du lot. Mais souvent, c'est des trucs très ados. Il y a Titan aussi qui l'a produit. Donc, oui, généralement, Greg Berlanti, quand on me dit ça, moi, je sais pas, ça me fait un peu peur, en fait. C'est comme toi, on te dit les Rousseau, on me dit Greg Berlanti, je suis en mode, non. Il faut rappeler qu'il a produit et scénarisé Green Lantern, le film. Donc voilà. Ah merde. Ouais, c'était un petit. Bon, après, ça étonne personne. Hein. Non. Ouais, alors, un live action Scooby-Doo. Mais l'enfer, quoi. Franchement, déjà les films, c'était l'enfer. Voilà. Même si, il y a une petite fanbase de gens qui disent j'ai grandi avec ce film et tout, mais arrêtez. Enfin, c'était pas bien, arrêtez vos conneries. Faut savoir, ils sont écrits par James Gunn. James Gunn, il en parle comme si c'était de la merde, et il a raison. Parce que c'est pas des bons films. J'aime bien juste le mème où tout le monde dit putain, c'est trop bien Scooby-Doo et tout. Et t'as l'acteur qui joue Sammy, il dit en fait c'est juste un chien qui parle, quoi. Et ce ah oui, c'est dans un making of, ça. C'est ça, et à chaque fois, et des fois elle repasse et elle me tue de rire parce que les autres sont tous en train de parler de Scooby-Doo comme si c'est un truc hyper profond. Et tout. Moi j'ai vu un autre truc, je crois que c'est dans le deuxième film, où il y en a une qui dit il y a Samy qui dit moi j'adore la Marie-Jeanne. Il y en a, ils disaient quand j'étais gamin, je pensais que c'était une ref à Spider-Man. Voilà. Oh là là. Putain, voilà, il y a des petites blagues cachées dans les films. Et je pense que visuellement ça va être l'enfer. Scooby-Doo, même en dessin animé, je vais vous le dire, et voilà, je vais casser votre enfance, c'était pas bien. Voilà. Le générique, banger. J'adore le générique. Mais passer le générique, c'était nul, quoi, Scooby-Doo. Franchement, c'était l'enfer. Et enfin, faut arrêter, quoi. Faut arrêter d'adopter ça, et en live en plus par Greg Berlanti, mais ça donne envie à qui, quoi? Netflix. Donc voilà le niveau des productions Netflix, quoi. C'est une production plutôt Warner à la base, mais Netflix a racheté. Oui, a racheté, ouais. Acheté les droits, en tout cas. Ouais. Oui, ça intéresse Netflix. Peut-être que ça va marcher, hein. Ça va peut-être prendre, hein. En plus, tous leurs trucs live, là, putain, Avatar et les trucs comme ça, franchement, c'est toujours l'enfer, quoi. Et là, tu me dis Netflix plus Greg Berlanti pour faire une série live. Dis-toi que là, c'est la fin des temps, quoi. C'est compliqué, quoi. Nous, on est un peu à contre-courant de la vie populaire, mais One Piece, on n'a pas trop aimé, quoi. C'était pas fou, ouais. C'était pas fou. Et d'ailleurs, leur adaptation live, c'est pas possible à Netflix, c'est très compliqué, quoi. Ouais. Enfin bon, pour parler d'une plateforme qui nous intéresse beaucoup plus, on va vous parler de Max. Max arrive en France, Ista. Il est libre, Max, ça veut dire. Max est libéré. Voilà. Le 30 mai, il y aura la présentation officielle de Max, un lancement, donc on va nous dire tout ce qu'il y a sur Max, tout ce qui est disponible sur Max en France. Donc le 30 mai, donc date stratégique, puisqu'en juin, ça commence avec House of the Dragon qui va sortir. Donc je pense qu'ils ont bien choisi leur date, puis après il y a les JO. Ah, tu penses qu'il va la sortir pour House of the Dragon ?
Bah, House of Dragon, les JO, tout ça, enfin là, c'est tout Les s'enchaîne. JO, ils ont dit, de toute façon, ils ont un accord, de toute façon, mais les JO, c'est fin juillet. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que là, ils commencent à partir de juin pour avoir House of the Dragon, pour commencer la diffusion, mais il y a aussi les JO en juillet, donc en fait, c'est une continuité logique. Là, il y a tout qui va sortir, Oui. le pingouin, Oui. donc ça commence vraiment à partir de juin qu'il y a les grosses sorties de... On n'a pas la HBO. date encore exacte du lancement. On n'a pas la date du lancement, mais on se doute que s'ils font une présentation officielle le 30 mai, c'est que ça va sortir dans la suite, dans la foulée, quoi. Ouais. dans les semaines qui arrivent, quoi. Donc voilà, ça arrive enfin, on est content. Ouais, moi j'aime le catalogue, il me parle pas mal. On attend de voir la présentation, mais enfin, quoi. on se posait la question de quand ça allait arriver, bah voilà. Ouais, ça arrive. Il n'y a plus on est quoi là? On est 1er mai. Sur le coup, il n'y a plus grand chose plus beaucoup à attendre. 2 mois max, je dirais. Et puis voilà, quoi. Et pour rester chez Warner Bros. veut en tout cas, est en discussion pour acquérir le film Evangeline, donc adapté du comic book. On vous avait déjà parlé de cette adaptation il y a quelques semaines, qui est censée être réalisée par Olivia Wilde, qui a fait Don't Worry Darling, et qui est produit par Margot Robbie. Et Warner Bros. Voudrait acquérir le film, donc pour le sortir au cinéma. On a le scénariste de Poor Things, Tony McNamara, qui est sur le projet en tant que scénariste, et Margot Robbie qui est productrice de cette adaptation, elle serait envisagée pour être la lead dans le film, tout simplement. Evangeline, donc on rappelle, qui est une genre de vampire, il me semble, enfin c'est une genre de ange qui se bat contre des forces démoniaques, Ange déchu, des vampires. Ouais. C'est ça, voilà, avec une énorme épée, donc Margot Robbie qui Une serait... énorme poitrine, une énorme Oui, voilà, qui est très peu fesses. vêtue dans les comics à l'époque. Mais bon, je pense que ça va un peu changer, j'espère. Mais voilà, donc on a pas mal de nouvelles infos. Donc le projet prend quand même pas mal vie. Donc Warner Bros. Je pense que quand Margot Robbie a été attachée au projet, ils ont dit, hey Barbie, ça va, merci de nous avoir apporté 1,5 milliard, tu veux pas nous refaire de l'argent, on veut bien... Voilà, en plus, adaptation de comic books, ça peut bien fonctionner. Donc, Ouais, bon après, c'est pas comme si c'était le truc le plus connu non plus, je pense. Mais je pense que Margot Robbie, voilà, il y a un côté bankable, Warner, ils veulent pas la lâcher, je pense. Donc voilà, ils sont prêts à acquérir le film, quoi. C'est pour ça que je pense qu'elle va continuer à Harley Quinn aussi. Mais bon, c'est une autre histoire. C'est un autre univers, effectivement, un autre comic book. Et une dernière info, avant de partir chez Disney, c'est qu'on a un rapport qui révélerait que Rotten Tomatoes joue un rôle plutôt important dans la vie des cinéastes, en fait, aux États-Unis, puisque maintenant, les producteurs, quand ils se font pitcher des histoires par des réalisateurs, les premières choses qu'ils regardent du réalisateur, c'est les scores Rotten Tomatoes des films de ces réalisateurs. Donc, effectivement, maintenant, le box-office n'est pas le seul compteur pour se faire produire un film, parce qu'on sait qu'à Hollywood, voilà, quand on a des succès, voilà, on se fait ouvrir des portes plus facilement. Mais maintenant, les producteurs regardent aussi les Rotten Tomatoes, donc les scores, pour avoir un avis sur la qualité certaine du film. Mais on va le rappeler, Rotten Tomatoes n'est pas du tout un indicateur de qualité fiable de film. Voilà, c'est un agrégat de critiques et de critiques américaines, donc c'est pour vous dire le niveau. Et voilà, donc ils regardent ça. Moi, je suis pas sûr que c'est une si bonne idée que ça de regarder les trucs Rotten Tomatoes. Mais bon, ça prouve encore une fois que les producteurs Hollywood n'ont aucun esprit critique sur les films qu'ils font. Mais voilà, c'est un rapport assez intéressant sur comment les films sont produits quand même maintenant à Hollywood. Moi, ça m'étonne pas, parce que je sais pas si tu te rappelles, quand on avait parlé de Kevin Feige, là, il y a eu une enquête sur lui. Ça disait qu'il regardait les scores Rotten Tomatoes des films du MCU. En gros, il voulait que tous ces films ils aient des bons scores Rotten Tomatoes, etc. Donc ça m'étonne pas vraiment que les producteurs regardent ça. Et il y a ça aussi dans le milieu du jeu vidéo, avec Metacritic, où maintenant les développeurs ils ont des bonus si le jeu il est noté plus de 90% sur Metacritic, etc. Après, sur Metacritic, je crois que 99% des gens ont plus de 90%. Non, pas tout le temps, non. Non, mais je rigole, mais parce que la critique jeux vidéo, c'est un autre sujet aussi, hein, putain. Ouais, mais non, sur le coup, quand ils ont pas plus de 90%, je crois qu'ils... Enfin, ils ont un bonus quand ils ont plus de 90%, je crois, de moyenne sur le projet, quoi. Donc, ça m'étonne pas vraiment que ça se répercute dans le cinéma, mais avec Rotten Tomatoes, quoi. C'est Metacritic qui a mis plus de 80% à Starfield, on le rappelle. On va chez Disney. Ah oui, moi je disais 90, hein, je disais pas 80. C'est vrai, 90. Que Mais bon, 80, déjà, t'as entre plus de 80%. 90, Bref. Les fans de Starfield, ils vont venir nous attaquer. les 3 fans. Je suis trop fan. Et on va s'envoler, Ista, vers Disney,
On a des infos, on a pas mal d'infos Disney Marvel. Oui. Déjà, on va parler de Tiana. En fait, Tiana, donc, c'était la série Disney+, qui était sur le personnage de La Princesse et la Grenouille. En fait, sur le même principe que Vaiana 2, qui était à la base une série télé pour Disney+, qui se transforme en film, là, qui va sortir à la fin de l'année. Et ben, la série Tiana pourrait subir le même sort et donc se transformer en long métrage pour le cinéma, quoi. Ouais, bah après, ça, cette méthode-là, tu sais très bien que je ne la cautionne pas. Que ce soit cette méthode-là ou l'inverse, d'ailleurs des films transformés en série, on se souvient. Mais bon, après, c'est leur nouvelle méthode. Ils ont fait ça avec Vaiana. Faut voir ce que ça donne. Moi, j'attends de voir Vaiana 2, ce que ça donne. Est-ce que ça fait un peu cheap ou est-ce que c'est au même niveau que le premier, quoi. Après, je pense pas que ça fera cheap, parce qu'ils vont mettre le budget, tu vois. Si c'est une série télé, je pense qu'évidemment le budget serait un peu en dessous. Mais là, ils vont mettre le budget pour. En plus, Vaiana 2, je crois que le 1 super bien marché. Il est cartonné. Je pense pas que ça va être sur les budgets. Le problème, c'est plus sur ce que ça raconte, parce que s'ils transforment des séries en films, bah ça dépend comment c'est fait, parce que avant on critiquait Disney parce que justement ils faisaient des films en série. Bah oui. Donc est-ce que là ils vont revenir à un film, tu sais, parce que genre ça se trouve Vaiana à la base c'était un film, puis ils l'ont transformé en série et là ils l'ont retransformé en film. Donc ça se trouve c'est un retour. C'est le MCU qui était en 6 épisodes, là on disait toujours oui mais en fait c'était un film, quoi. Tu pouvais le réduire et refaire un film, donc ouais. Donc ça se trouve c'est ça, mais après Tiana, je pense que c'était de base fait pour être une série Disney+. Enfin je vois pas le truc. Oui. En film, ça me paraît pas être une bonne idée, mais encore une fois, ça se joue pas là, je pense. Ça se joue surtout sur l'animation, sur tout ça. Mais est-ce qu'ils vont revenir à une animation 2D comme l'était La Princesse et la Grenouille? Enfin, la série Tiana, on a des images et c'était de la 2D. Donc, après, c'est vrai que ça pourrait être un film 2D, comme le faisait à l'ancienne, comme tout le monde avait demandé avec Wish à l'époque. Et ben, est-ce qu'ils l'ont pas fait, quoi? Finalement, quand La Princesse et la Grenouille est arrivée, c'était un peu ça, parce qu'il y avait plus que des films en 3D chez Disney, déjà à cette époque. Bah, déjà, la Princesse et la Grenouille, bon, on dit, il y avait déjà beaucoup de 3D dedans. C'est juste que. Oui! C'est une émulation de 2D, ouais. C'est l'année 2000-2010, c'est Bienvenue chez les Robinson, c'est. Oh là là, oui, putain. C'est Chicken Little. Et trucs comme ça. Il y avait déjà une transition qui était faite. Mais ils n'avaient pas eu de gros succès, je crois, avec la 3D à ce moment-là. Et quand ils sont revenus en 2D, on était un peu en mode ah ouais, ils refont un truc en 2D. Mais après, ils sont repartis en 3D. ouais, voilà. Ils sont repartis avec Réponse et La Reine des Neiges, tout ça, quoi. Mais bon, à voir, mais ça m'enchante pas tant que ça. À voir, déjà, j'ai pas vu La Princesse et la Grenouille, il faudrait que je le vois. Je m'en souviens plus tellement. Mais c'était pas horrible dans mon souvenir. Il y avait des séquences un peu horrifiques, pas trop mal, le méchant, tout ça, c'était assez sympa, quoi. Ensuite, on a des infos de Anna Tawai qui confirme que The Princess Diaries, donc Princesse malgré elle, je crois en français, le numéro 3, va arriver. Et oui, donc Anna Tawai, je crois qu'elle avait 17 ans au moment où elle a fait le premier Princesse malgré elle ou malgré moi, je ne sais plus. Princesse malgré elle, ouais. Malgré elle, voilà. Elle était très jeune, donc là, elle revient à ça. Toi, t'es fan des deux premiers? Non, j'ai juste vu le premier, j'ai jamais vu le deuxième, qui s'appelle La Mariage de Princesse, j'ai regardé tout à l'heure en français. Mais bon, après, moi, j'en ai un souvenir que c'était sympa, quoi. C'était ma sœur qui regardait ça, hein, surtout. Mais ouais, c'était sympa, c'était rigolo. Ah, tu rejettes le truc sur ta sœur, d'accord? Oui, voilà. Bah, c'est pas moi qui ai acheté le DVD. Ouais. Bon, bah écoute, moi je suis pas hypé, mais mais écoute, pourquoi pas. Moi, je suis pas hypé non plus. Mais c'était assez marrant comme info, donc voilà. Et je crois que c'était avec comment s'appelle l'actrice de Mary Poppins, il me semble. Ah ouais, ok. Oui, Julie Andrews, je crois que c'était le premier. Encore chez Disney, une petite news sur Tron Ares, donc le 3e film de la franchise Tron. Eh bien, on a appris que Jeff Bridges, il a annoncé notamment sur ses réseaux sociaux, Jeff Bridges va revenir dans ce 3e film Tron. C'était le héros du premier film, on le voyait aussi dans le deuxième en de-aging, où il a dit qu'il se trouvait moche en de-aging d'ailleurs. Et là, il sera dans le 3e. Il a dit qu'il se trouvait moche? Oui, en de-aging, il a dit que c'était pas très beau et tout. Là, il dit ça il y a quelques jours. Là. Ouais, bah écoute, il revient. Donc les fans de Tron vont être contents parce que bah, c'est le héros du premier. Maintenant, moi, va falloir que je me les retape avant de me taper Tron Ares parce que je bite rien à la mythologie. En fait, au final, je suis en train de me dire de ce qui se passe clairement. Mais c'est bizarre qu'il ait pas gardé en surprise, en caméo ou quoi. Bah non, ouais, parce qu'il était pas annoncé. C'est lui sur son Instagram et tout, je crois. Il a mis une photo où il est avec le script, il est en train de le lire et tout. Donc, Après, maintenant, de toute façon, les studios, ils se teasent et ils spoilent les surprises des films pour qu'on aille les voir. Donc. C'est vrai qu'il y a pas ça. Bon, ça fait plaisir de voir Jeff Bridges quand même. Yep, on va chez Marvel, Lesta? Oui, on va notamment parler de X-Men. Voilà, Marvel serait très content de X-Men 97 et il voudrait faire plus de saisons et notamment
de sorte à ce que ça sorte, en gros qu'on en ait une par an, je dirais à peu près. Parce que là, ils ont fait la saison 1 et 2 pratiquement en même temps. Et ils veulent faire les prochaines aussi, genre la 3 et la 4, etc. Pour qu'on n'ait pas à attendre trop longtemps. Et que, je pense chaque année, ils voudraient qu'on ait une saison de X-Men 97 qui arrive. Ce qui serait bien, quoi. Parce qu'on n'ait pas à attendre 2-3 ans pour avoir une suite, ce serait bien. Ouais, après il faut doucement sur les studios d'animation, laissez-les tranquilles. Ne les tuez pas s'il vous plaît Disney. Mais oui, effectivement, là je crois que X-Men 97 ils sont contents des chiffres, parce que là c'est un gros carton quand même je crois. Et ouais, ça m'étonne pas qu'ils veulent enchaîner dessus quoi. En plus ils avaient déjà des idées pour la saison 2 et 3 de base. Donc, saison 2 elle est déjà écrite. Voilà, ils ont déjà écrit la saison 2, la saison 3 elle était en train d'être écrite quoi. Donc ça m'étonne pas et je pense que ça va rentrer en production très, très rapidement quoi. Clairement. Et il y a aussi donc le live action X-Men, donc le film du MCU, qui je sais pas quand il va arriver, mais un jour il va arriver. Voilà, il serait proche de recruter un scénariste pour ce fameux film X-Men. Et une annonce pourrait être faite dans les prochaines semaines. Ouais, bah après le film il sortira dans des années, je pense. Il sortira après les 2 Avengers prévus, tout ça, ça serait un reboot. À part qu'il le place centre, hein, possible. Je sais pas. Possible, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs avant. Et tu sais, on parlait d'un reboot de la franchise MCU. Je pense que ça passerait par les X-Men, je pense. Donc à voir, mais je pense que ça sortira après tout ça. Je pense. Parce que les X-Men, je pense que c'était les Avengers Secret Wars, s'ils veulent mettre tout le MCU, oui, les anciens ça, là, X-Men. ils vont en mettre tous les anciens et je pense que ça ferait trop avec les nouveaux et tout. Donc je pense que ça sortira bien après tout ça. Ensuite, on a des infos sur Scarlett Johansson qui avait un projet secret chez Marvel. Oui, et apparemment c'est une série Disney+. Tintin, surprise. Tu penses que ce serait quoi? Tu penses que ce serait lié à Black Widow ou à Florence Pugh ou quelque chose? Bonne question, je sais pas du tout. En vrai, j'arrive pas trop à savoir. Parce que oui, moi, forcément, vu qu'elle c'est Black Widow, je me dis un truc par rapport à Black Widow, mais ça se trouve, ça n'a rien à voir. Ouais, parce que oui, le seul truc que je vois, c'est Florence Pugh, puis Florence Pugh est dans les Thunderbolts maintenant. Donc je sais pas. Ou alors ça se trouve, elle va faire juste un moyen métrage, elle va le réaliser. C'est possible. Juste pour elle-même. Donc qui sait. Après, j'ai l'impression que... Parce que là, tu parles des specials, mais je crois qu'ils les ont un peu abandonnés. Hein. Oui, c'est... Bon, après, c'est pas comme s'ils avaient vraiment commencé non plus, les specials. Il y a eu deux projets. Oui, voilà. Mais ils n'ont pas marché, donc c'est pour ça. Enfin, niveau audience, je sais que Werewolf by Night, il y a des gens qui sont même pas au courant que ça existe. Donc, ouais, je pense aussi. Ouais. Après, je pense qu'ils l'ont fait, Werewolf by Night, pour faire plaisir à comment il s'appelle? Michael Giacchino. Non, c'est pas que. Giacchino. Ah oui, Michael Giacchino, oui. Oui, qui l'a réalisé et qui a fait plein de musique pour Marvel, donc je pense qu'ils étaient un peu en mode. Quand même, on te laisse faire ton petit délire. Voilà, ça va un petit peu le délire. C'est pas un film indé, mais voilà, il y avait un peu ce délire-là. Donc je pense pas qu'ils cherchaient la rentabilité sur ce truc-là. C'est peut-être plus sur le special des gardiens, peut-être. Mais... Ouais, que je pense pas beaucoup de gens ont vu non plus. Ouais. Je pense pas, non. Donc à voir. Peut-être une série sur Yelena, mais sinon je sais pas trop. Mais en tout cas, je pense que ce serait un personnage féminin. Ça, c'est le personnage principal. On parlait de mutants tout à l'heure, on va parler de Deadpool et Wolverine. Et bien, Deadpool et Wolverine, il semblerait qu'ils seraient en train de faire des reshoots en ce moment même et que ça durerait jusqu'à fin mai. Ouais, bizarre. bizarre cette histoire, parce que le film sort en juillet, by the way. Juillet, ouais. Je sais pas s'il se rappelle, parce que faire des reshoots qui vont finir 2 mois avant la sortie du film, ça c'est déjà fait, hein. On va pas oui, faire ça c'est déjà fait, même des films qu'on adore. Hein, donc, Mais quand même des reshoots de 1 mois et demi quand même, presque, donc c'est assez fou quand même de se dire que alors que le film doit bientôt sortir, je sais pas ce qu'ils vont rajouter. Après c'est peut-être des trucs d'intérieur ou des trucs comme ça, ou des caméos en plus, ou je pense ça va être des petits trucs peut-être. Mais s'il vous plaît Marvel, laissez les VFX artistes tranquilles, s'il vous plaît, parce que là ils vont les speeder à 2 mois de la sortie du film, donc c'est pas foufou. Donc voilà. Après, les reshoots, ça m'étonne pas. Ils en avaient déjà fait, non? De toute façon, des reshoots où je rêve. Pour Deadpool et Wolverine? Ouais. Tu sais, c'était compliqué, ça avait été... Ah oui, mais parce qu'ils ont fait des reshoots. La grève. Parce qu'il y a eu la grève, et donc du coup, ils avaient fini le tournage assez rapidement pour pouvoir partir en reshoot. Après, il me semble. Je crois que c'était ça. Non, je crois que c'était pas fini. Hein. Et après, ils ont repris en début d'année. Oui, non, mais c'était ça, c'est qu'ils ont fini le tournage. Parce que tu sais, ils pouvaient rien modifier. Tu te souviens, ils pouvaient pas modifier de dialogue. Donc ils ont tourné, je pense, des scènes d'action, des trucs comme ça. Et ils ont fini assez rapidement le tournage pour pouvoir partir en reshoot à la fin de la grève. Et pouvoir tourner vraiment le film, quoi. Et donc là, ils retournent en reshoot. Après, Marvel compte beaucoup sur le film, donc voilà, je pense qu'il va coûter cher, malheureusement. Ça, c'est pas nouveau. Hein. De toute façon, les films Marvel, généralement, ils coûtent cher. Oui, mais je pense que là, il y a quand même... on en parlera, mais les studios, ils ont essayé de baisser un peu les prix de leurs films. Bon, là, le truc a subi la grève.
Donc voilà. Ouais, doit c'est repartir. ça. Celui-là, il a été arrêté avant. Il a été filmé avant la grève et que Marvel se remette en question et tout. Donc en fait, ce serait peut-être plus avec les projets d'après. Genre Thunderbolt, tu vois, à partir de Thunderbolt. Oui, donc on verra. Mais Parce que Captain aussi, il avait commencé à filmer et tout. Lui, il va coûter cher. Captain aussi va coûter très cher, donc faudra voir tout ça. Oui, on a des petites infos sur Avengers 5. Et donc, en fait, les Fantastic Four ne seront pas introduits dans le film Avengers 5. Ils ne seront pas dedans. Et voilà, on aurait une petite équipe dans Avengers 5. Une petite équipe d'Avengers, un peu comme les premiers films, quoi. Comme Avengers 1 et 2, je dirais. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, quoi. Après, petite équipe, faut voir ce qu'ils disent petite, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages dans les Avengers, quand même. Même si t'enlèves les derniers films, il y a quand même une grosse équipe. Mais ouais, je pense que ils vont introduire petit à petit, ils vont pas tout balancer d'un coup dans le film, dans les Avengers 5, parce que bon, ce serait quand même assez gros, quoi, quand même, d'ajouter tout ça. Mais ouais, faut voir, parce que je pense que Secret Wars, ça va être celui-là, il va être un peu un petit best-of de ce qu'on n'a pas eu depuis Avengers Endgame, quoi, parce que bon, quand même, ça fait un moment qu'on n'a pas eu d'Avengers. Et le Avengers 6, c'est là où ils vont faire tout péter. Et là, ça va être le bordel, je pense. Ouais, bah moi je vois Avengers 5 plus comme un Avengers 1 ou 2 où ils vont faire une équipe d'Avengers. Parce qu'en fait, dans Infinity War et Endgame, t'as pas vraiment d'équipe d'Avengers. À part au début de Endgame, quoi. Ouais, mais tu vois, Strange ne fait pas partie des Avengers à aucun moment, en fait. Hein, donc, même s'il est dans le film. Ouais, bah après, les films s'appellent Avengers, mais en fait, c'est un peu tout le MCU, quoi. Enfin, tu sais, c'est plus vraiment un film. C'est Avengers Endgame, Infinity War. C'est plus Avengers, c'est plus que les Avengers, tu vois. Oui, celui-là. C'est juste que la marque Avengers, le nom est resté, mais. Effectivement, c'est plus que les Avengers dans tous les cas. Oui, mais là, ils vont faire de ce que je comprends, ils vont faire une nouvelle équipe d'Avengers. Donc je vois pas un gros truc énorme, tu vois. Voilà. Mais par contre, il n'y a aucune chance, je pense que Strange sera dans le film, tu vois, par exemple. Après, peut-être il va rejoindre les Avengers, tu vois. Peut-être, je sais. Ouais, peut-être pas, je sais pas, hein. Faut voir. Mais j'imagine pas qu'ils vont pas mettre Strange alors que c'est un des films. Un des personnages les plus aimés qui reste et un des films qui a rapporté le plus, ça me paraît très bizarre. Et Spider-Man, il est dans les Avengers du coup, quoi. Bah on sait plus puisqu'ils ont tous oublié la mémoire, on sait pas. Oui, c'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. On verra de toute façon. On verra avec les prochains films. Et ensuite, dernière info, Marvel, Chris Hemsworth a dit qu'il n'arrive pas à se pardonner d'avoir fait Thor 4, Love and Thunder, et il s'est retrouvé dans un truc, dans une boucle où en fait il était dans l'impro, dans une parodie de lui-même. Et bah c'est un peu ce qui a été critiqué dans Thor 4, quoi, et que bah voilà, il trouve que que c'est pas super, quoi, Thor 4. Mais c'est marrant qu'ils reviennent dessus comme ça, parce que ouais, Chris Hemsworth, c'est un des ceux qui a eu le moins de chance, je pense, dans ces sagas du MCU. Et ouais, là Thor 4, ça a été un peu une douche froide pour beaucoup de gens, quoi. Ouais, mais il a parlé aussi du fait qu'à l'époque de Thor 1 et Thor 2, il trouvait que c'était le personnage le moins intéressant de la bande. Il trouvait il voyait les autres, ils avaient déjà trop ouf et tout, et puis lui, il était en mode, ouais, mon perso, il est pas super intéressant, comment je le rends intéressant. Ils ont réussi avec, quand même, Ragnarok et avec Infinity War. Je trouve, Infinity War, moi, là, je trouve qu'on a les meilleurs Thor, c'est là-dedans. Hein. Et ouais, là, sur le coup, avec Thor 4, ils ont été trop loin dans la comédie, quoi. Donc, même lui, il trouve que c'est trop au final. Et il dit qu'en fait, il doit un 5e film pour les fans, parce que voilà, c'était pas fou, quoi. Et on va finir les news avec la news what the fuck. Messi va avoir sa propre série à Cannes. Oui, Messi le footballeur, pas du tout. Messi le chien de Anatomie d'une chute, parce que bah, je crois que les Américains, ils l'ont tellement kiffé, là, il a fait le tour du monde, que maintenant, il va avoir sa propre série télé. J'arrive pas à croire, je dis ces mots. Et en gros, les gens, les viewers, parce que je pense que ça va être un truc en live, ils vont pouvoir suivre Messi à Cannes à travers ses yeux. Mais qu'est-ce que je raconte? Et du coup, voilà, je crois que la blague est partie un peu trop loin, effectivement. Là. Ouais, c'est bizarre, mais ouais, ils vont l'utiliser pour faire du making-of de Cannes, quoi. Ça va être un truc comme ça. Ils veulent pas le laisser ce pauvre chien tranquille. C'est terrible. Après, c'est un chien acteur, il connaît le stress et tout. Oui, bon, laissez les animaux tranquilles. Mais après, moi, je peux la ramener chez moi. Messi, parce que j'aime bien les chiens. Voilà, et j'ai pas de chien, donc j'aimerais bien Messi. Non, on va le laisser au cinéma. On va le laisser tranquille chez lui, je pense, surtout. Oui, aussi, oui. Et bah voilà, c'est fini pour les news de la semaine, et on va passer à la chronique Box Office Ista. Et avant de passer au Box Office de la semaine, on va parler de news d'Amazon Prime. Amazon Prime qui nous a révélé que Fallout a ramené 65 millions de viewers pour ses premiers 16 jours sur la plateforme, du coup. Et bah, que ce serait la deuxième série la plus vue
pour un deuxième meilleur début, en tout cas, parce que ça fait que c'est 16 jours qu'il se fait sur la plateforme, d'une série télé depuis Rings of Power, donc qui est toujours la série la plus regardée, mais apparemment plus de très près quand même. Donc Fallout a énormément marché et ça s'est ressenti sur les jeux vidéo, parce que les jeux vidéo ont explosé leur vente et ces dernières semaines. Donc c'est un truc assez fou, quoi. Ouais, je sais plus, je crois qu'il n'y avait pas écrit plus 4500%, je sais pas quoi, de vente. Enfin, un truc de oui, fou. un truc Après, le truc aussi, c'est que les jeux Fallout, ils coûtent plus très cher aussi. Hein. Ils sont à 2-3 euros. Oh, bien sûr. Donc, ouais, ça a cartonné de ouf là. Mais ouais, bah, quand même, un gros succès hein, pour la série Fallout. Donc, une saison 2 a été annoncée. Ça va continuer. Nous, on a plutôt apprécié. Hein, oui, n'hésitez pas à écouter nos critiques sur Fallout. Voilà. Donc, ouais, bah, plutôt content pour la série qui est de qualité. Alors, il y a Deadline qui a commencé, et ils n'ont pas encore fini, mais ils ont commencé à faire des articles sur les films qui ont fait le plus de profit dans l'année 2023. Donc, on a un top 10, et donc on a du 10 au 6e. Alors, le 10e, c'est le film de la Patte Patrouille, voilà, qui a fait 114 millions de profit. En 9e, on a Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, qui a fait 124 millions de dollars de profit. En 8e, on a Five Nights at Freddy's, qui a fait un profit de 161 millions de dollars. En 7e, c'est Taylor Swift. Ça nous a bien pété. Bien fait chier, celle-là. Oh là là, alors là, ces propos ne sont pas les miens. On se dit, c'est un fan de Taylor Swift. Oui, c'est ça. C'est toi qui voulais faire supprimer des trucs de Taylor Swift dans le conducteur. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, je dis rien dit, moi. Sur tu te mets tout seul dedans. Ouais. Donc, 172 millions de profit pour Taylor Swift. Et Wonka, c'est le 6e film avec le plus de profit. Il a fait notamment 182 millions de profits. Voilà. Je pense que les prochains, il y aura sûrement Barbie, Mario et Oppenheimer. Ouais, bah il y a de grandes chances. Donc ça donne un peu une idée de l'année 2023. Moi, je trouve ça intéressant. Ouais, bah je crois qu'on en a eu un peu parlé à la fin de l'année. Je sais pas si tu te souviens dans les flops à la fin. On avait fait un petit bilan de tout ça, de box-office. Et ouais, bah ça m'étonne pas. Mais Wonka, il n'y était pas. Wonka, il était pas encore parce que il n'avait pas fini son exploitation. Mais de toute façon, on savait déjà que c'était un succès à ce moment-là. Et ouais, donc il n'y a pas eu que des flops l'année dernière au box-office. Il y a eu des films réussis. Bon, il y a eu des gros flops, mais c'est surtout parce qu'ils coûtaient très cher. Voilà, c'était un peu le bilan. C'était que les films hollywoodiens coûtaient beaucoup trop cher, donc peu importe que les films aient rapporté 700-800 millions, il fallait qu'ils fassent genre le milliard pour qu'ils soient rentables, et c'était complètement abusé, quoi. On pense à Fast and Furious, quoi, ou des trucs comme ça. Donc, en vrai, la même Gardien 3, tu vois, il fait un profit de 124 millions de dollars, alors qu'il a fait quand même 800 millions de dollars, quoi. Hein. Donc, oui, bah après c'est pas mal, ça va 124 millions, il est dans le top. Ça va, il a plutôt bien rapporté. Mais c'est vrai, en plus celui-là, c'est pas le film Marvel qui a coûté vraiment le plus cher en plus, donc ça va. Mais effectivement, il y en avait qui étaient beaucoup trop chers, parce que pour plusieurs raisons, parce que les studios ils ont pété un câble sur les chiffres. Il y a eu la grève des scénaristes, il y a eu le Covid qui a beaucoup le tournage par exemple de Fast and Furious, ça a été il y a eu énormément de problèmes de tournage, de réalisateurs qui se barraient, tout ça. Le Mission Impossible également, qui a vu son budget doubler à cause de la pandémie. Donc voilà, maintenant là, j'ai l'impression que les studios ils reviennent à des trucs un peu plus, voilà. On a eu Civil War quand même qui est sorti, qui est un blockbuster à 50 millions. On a eu Kung Fu Panda où ils ont baissé le budget. Le problème, c'est que ça se voit là, par contre. C'est le problème. Mais bon, oui, bon, après, c'est ça, voilà, mais c'est une tendance, tu vois. D'une partie 2 qui coûte moins de 200 millions, on le rappelle quand même. Godzilla X Kong qui coûte moins que tous ses prédécesseurs. Enfin, tu vois, il y a eu quand même un recul de beaucoup de films, et voilà. Donc, il y a peut-être une prise de conscience à Hollywood que le système ne marche plus comme ça et il faut pas financer des films avec aussi cher pour des résultats pas si fous, quoi. À part quand t'as Dwayne Johnson qui arrive en retard, qui fait 250 millions. Oui, bon, ça c'est Dwayne Johnson, quoi. Voilà. Alors, The Fall Guy, dont on va vous parler dans la critique de la semaine prochaine, mardi prochain, devrait engranger entre 35 et 40 millions de dollars dans le box-office domestique aux États-Unis ce week-end. Et le film a un budget quand même de 130 millions de dollars, donc c'est quand même un gros film, hein. C'est quand même un blockbuster. Et 35 à 40 millions, c'est pas fou pour une entrée dans le box-office. Après, c'est pas vraiment une IP. Bon, voilà, c'est une adaptation de série télé, mais l'homme qui tombe à pic, tout le monde s'en fout. Tu vois, genre, le film se vend pas sur ça. À part que c'est à 50 ans, quoi, mais oui. Se vend plutôt sur Ryan Gosling, etc. Mais donc, le film va devoir avoir un bon gros bouche à oreille pour que ça fonctionne. Donc, on verra si c'est le cas dans les semaines à venir, quoi. Faut voir l'international après, ce qu'il prend aussi. Dans les autres pays aussi, quoi. Effectivement, c'est pas un démarrage énorme, en tout cas. Et on va attaquer le box-office américain, le top 5, et à la 5e place, on retrouve Abigail, qui, pour sa deuxième semaine, a rapporté 5 200 000 dollars, donc qui a chuté quand même de 3 places.
En même temps, c'est normal, il y a des nouvelles entrées quand même, mais qui a chuté quand même de 50% en termes de recettes et qui rapporte pour un total de 18,7 millions de dollars aux États-Unis. Et Abigail rapporte 9 millions dans le monde pour un total de 28 millions. Donc il a atteint son budget de base de production. Donc on verra si... parce qu'il sort en France dans 2 semaines, je crois. Donc il reste encore pas mal de pays dans lesquels il va être diffusé. Et on va voir s'il arrive à se maintenir. Mais il a quand même baissé de 50%. Donc va falloir faire attention quand même. Parce que le film a coûté assez cher. En quatrième, on a Civil War qui perd 3 places et qui fait 7 millions de dollars pour sa 3e semaine. Et pour le cumul aux États-Unis, il fait 56 millions de dollars. Et pour le total mondial, on est à 86 millions de dollars pour un budget de 50 millions. Donc je sais pas. Et il se maintient bien, hein, parce qu'il a pas trop baissé en vrai. Hein, il a baissé que 37%, donc ça va. Il y a moyen qu'il continue sa bonne lancée. Enfin, après, il y a des gros blockbusters et tout qui arrivent, donc il va falloir voir s'il se maintient. Ensuite, à la 3e place, on a Godzilla X Kong de New Empire, voilà, qui se maintient toujours pour sa 5e semaine et qui rapporte 7 millions de dollars, donc pour un total de 181 millions de dollars au box-office américain et pour un total de 520 millions dans le monde. Donc voilà, gros succès, on le dit à chaque fois. En deuxième, c'est un nouveau film qui vient d'arriver, c'est Unsung Hero, qui fait pour sa première semaine 7,7 millions de dollars aux USA. Et mondial, il a un total de 8,2 millions. Ouais, il a coûté que 6 millions, donc en vrai, pour une première semaine, ça va. On verra s'il se maintient, mais normalement, il devrait se rembourser tranquille. En vrai. Ensuite, on retrouve Challengers, la nouvelle sortie de la semaine, qui a rapporté 15 millions de dollars de recettes pour sa première semaine aux États-Unis et pour un total de 26 millions dans le monde. Le film a coûté quand même 55 millions de dollars, donc c'est un film moyen quand même aux États-Unis, c'est pas un gros film, mais quand même il va devoir se battre pour être rentable. Donc on verra dans les prochaines semaines. On passe au box-office Francista. On commence par Du Cobu passe au vert, donc, qui a perdu 1 place pour sa 4e semaine, qui a fait 180 000 entrées et qui est au total à 805 000 entrées. Ouais, bah il commençait mal, on se disait ça part mal, mais avec les vacances scolaires, bah ça a bien maintenu le film. Donc il a bien remonté, il devrait repasser le million, c'est du coup au final. Donc voilà, on a été mauvaise langue la première semaine. Ensuite, on retrouve Frères, le film avec Kassovitz et Yvan Attal, je crois que c'est, qui démarre avec 184 000 entrées au box-office. Et donc en 3e, on a N'avoue jamais, qui pour sa première semaine lui fait 188 000 entrées. C'est un film avec André Dussolier. Ok, Dussolier, Thierry Lhermitte, ouais, je vois. Et en 2e place, on retrouve Kung Fu Panda 4, qui, avec les vacances scolaires, se maintient dans le top, et qui fait 233 000 entrées pour un total de 2 millions, donc carton assuré. Ouais, ce sera un des cartons de l'année, je pense, Kung Fu Panda 4, clairement. Et en premier, on a Back to Black, donc le biopic sur Amy Winehouse, qui a fait 282 000 entrées. Bah, je crois que c'est pas trop dégueu pour un démarrage, non ? C'est pas trop dégueu du tout, surtout qu'il est pas sorti aux États-Unis, et je crois qu'il est à genre 16 ou 17 millions de dollars pour l'instant, et qu'il a un budget de à peu près 30 millions, un truc comme ça, donc il devrait largement se rembourser. Mais après les biopics, ça marche toujours, donc voilà. C'est vrai. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Et ben on espère que vous avez apprécié cet épisode. Et n'hésitez pas à laisser les 5 étoiles, le pouce en l'air, à vous abonner selon votre plateforme de streaming, à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties, sur Twitter, sur Instagram. Et on se retrouve très bientôt pour la critique de la semaine sur Fall Guy. Et on se retrouve bientôt, Ista. Oui, à bientôt pour plus de cascades. C'est ça. Salut. Salut.